Allez, on plonge directement dans notre analyse du jour, et avec une sacrée énergie, parce que le sujet est littéralement libérateur. Pour quiconque a déjà ressenti ce poids écrasant, cette impression d'être éparpillé par des dizaines de passions parfois contradictoires, eh bien, on est là pour valider cette émotion. Pendant des années, on nous a fait croire qu'avoir trop d'intérêt, c'était un défaut de fabrication. Mais la science nous dit tout l'inverse. Avoir un esprit qui foisonne d'idées, c'est pas du tout un fardeau, c'est un véritable super pouvoir caché qui ne demande qu'à être réveillé. Une guitare qui prend la poussière, un site web codé à moitié, des moules à gâteaux et puis bam, une envie soudaine de faire du jujutsu. On connaît bien cette image du fameux cimetière de passe-temps, n'est-ce pas? La société adore coller l'étiquette de dilettante ou de personne chaotique sur ceux qui collectionnent les centres d'intérêt. Ça crée un vrai sentiment de honte, une impression d'être un imposteur incapable de choisir une voie et de s'y tenir. C'est vraiment très lourd à porter quand on a simplement un esprit curieux. Il y a cette fameuse expression pour se moquer de ceux qui touchent à tout, mais on oublie toujours, à chaque fois, la fin de la citation. Un touche-à-tout n'excelle nulle part, mais fait souvent mieux que celui qui n'a qu'un seul talent. Et c'est exactement comme ça que la psychologie moderne voit les choses. Ce n'est absolument pas un manque de discipline. Au contraire, c'est le symptôme génial d'un système nerveux hyper adaptatif. C'est juste notre cerveau qui se prépare inconsciemment à affronter des défis complexes. Section 1, le mensonge dépassé du profil en I. Et honnêtement, pour comprendre pourquoi ce trop-plein d'intérêt peut mener au burn-out, il faut commencer par déconstruire ce vieux mythe de l'hyperspécialisation. Bon, décortiquons un peu tout ça. Avant, le monde était ce qu'on appelle un environnement clément. Un peu comme le golf, les règles ne changent jamais, on s'entraîne 10 000 heures et le succès est garanti. Mais notre cerveau a très vite compris que le monde moderne est devenu un environnement pernicieux. Les règles changent littéralement tous les jours. Et dans un monde comme ça, l'hyperspécialiste devient extrêmement fragile. Si son secteur évolue d'un coup, il est obsolète à la seconde. C'est pour ça qu'on voit des parcours qui passent de l'installation de climatisation à la pratique intensive du yoga, puis au mixage dans des soirées raves. Ça a l'air complètement aléatoire vu de l'extérieur, c'est vrai. Mais en fait, c'est une stratégie d'adaptation redoutable. Le cerveau va piocher des points de données cruciaux dans des univers qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Il fait ses réserves pour l'avenir. Section 2. La magie du transfert lointain. C'est précisément là qu'on comprend comment tout ce chaos apparent se transforme en véritable coup de génie. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la mécanique de notre esprit. Le spécialiste va utiliser le transfert proche, il résout un problème qu'il connaît déjà, avec ses outils toujours. Mais les innovateurs, eux, excellent dans le transfert lointain. Ils prennent un concept d'un domaine totalement déconnecté et l'appliquent ailleurs. Dans une économie qui bouge sans arrêt, cette capacité à créer des ponts vaut 1000 fois plus qu'une expertise très étroite. Prenons cette anecdote incroyable tirée de nos sources. Un agriculteur et apiculteur qui décide de se lancer dans le développement web. Sur le papier, aucun rapport. Mais son expérience de la terre lui a appris à comprendre les cycles organiques. Du coup, quand il code, il ne fait pas juste taper des lignes sur un écran, il cultive un véritable écosystème informatique. En fusionnant deux domaines qui n'ont rien à voir, il innove d'une façon qu'un codeur classique ne pourra jamais imaginer. Section 3, construire l'esprit en M. Parce que oui, pour ne pas se sentir à la traîne par rapport aux spécialistes, il faut comprendre qu'on a affaire à une architecture mentale totalement différente. On a longtemps adulé le profil en T, une base générale avec une seule énorme spécialité. Eh bien, oublions ça. L'avenir, c'est l'esprit en M. Imaginez plusieurs piliers de connaissances très profonds, tous reliés entre eux par un pont continu de curiosité. C'est vraiment cette multitude de piliers solides qui donne une force de frappe incroyable à ce type de profil. Mais attention au piège classique. Essayer de construire tous les piliers de ce fameux M en même temps, c'est le crash assuré. On ne peut pas apprendre la data science, écrire un roman et monter une start-up dans le même mois. La vraie méthode, c'est la maîtrise en série. C'est l'idée de voir la vie par saison et de développer ses compétences intenses de façon purement séquentielle, l'une après l'autre. Avançons un peu pour voir comment ça se concrétise sur la durée. On peut passer sa vingtaine totalement obsédé par l'art et la musique, puis à la trentaine opérer un virage vers la programmation pour s'assurer une stabilité. Et la magie opère vraiment vers 50 ans, quand on synthétise tous ces piliers construits les uns après les autres sans jamais les avoir reniés, pour créer de toutes pièces un jeu vidéo unique. C'est ça, la maîtrise en série. Mais comment on rend tout ça possible? Avec une règle stricte, 30 heures. L'idée, c'est de protéger farouchement son énergie mentale, quitte à refuser des promotions ou des postes de manager trop prenants pour bloquer sa semaine de travail à 30 heures. Ça libère l'espace nécessaire, le soir ou le week-end, pour laisser vivre et grandir les autres passions et bâtir les futurs piliers. Section 4. Le pouvoir de la redondance. On va voir que ce fonctionnement psychologique, c'est bien plus que de la créativité, c'est une véritable stratégie de survie évolutive. Alors,
Quel est le rapport absolu entre un éléphant et la sécurité de l'emploi? Ça paraît complètement fou posé comme ça, non? Mais la biologie de cet animal majestueux cache en fait la clé de la résilience professionnelle de demain. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est que la nature a tout compris. Les éléphants ont très peu de cancers grâce à une redondance génétique massive. Ils ont des dizaines de copies du même gène pour combattre la maladie. Si un gène lâche, un autre prend le relais immédiatement. La redondance, c'est pas du gâche, c'est la garantie absolue de la survie en cas de crise. Si on ramène cette métaphore à notre monde du travail, imaginez que l'intelligence artificielle remplace soudainement l'ingénierie logicielle. L'hyperspécialiste se retrouve au bord du gouffre. Mais la personne qui sait coder, réparer des moteurs, faire de l'électricité et enseigner l'anglais, elle a une redondance incroyable. Ces compétences forment un filet de sécurité indestructible qui permet de rebondir à la seconde même où l'économie bascule. Le point fondamental à retenir, c'est ce changement de perspective. Le fameux cimetière de Passe-Temps n'était pas un échec, chaque passion inachevée, chaque intérêt abandonné en cours de route, c'était en fait un semestre validé dans une université qu'on s'est créée sur mesure, une éducation délibérée pour bâtir des ponts que les autres ne voient même pas. Et ça nous laisse sur cette réflexion assez provocatrice, et si l'incapacité de choisir une seule voie était très exactement ce dont l'avenir avait besoin. Dans un monde aussi imprévisible, l'armure la plus solide, c'est l'adaptabilité, la créativité et la redondance. Bref, cette soif de curiosité sans limite n'est pas un défaut, c'est littéralement l'avenir de l'intelligence humaine.